Régine Montaigne arracha l'assiette des mains du jeune homme et la brisa contre le sol. « Sécurité, mettez cette ordure hors de l'hôtel Majestic. La robe de mariée de ma fille vaut plus que toute votre misérable vie. » Le jeune homme aux vêtements déchirés ne recula pas. Il regarda le piano à queue au centre du salon et murmura « Laissez-moi seulement jouer une chanson. En échange, je partirai sans problème. » Régine lâcha un éclat de rire qui glaça les 200 invités. « Jouez, vous ?» Elle désigna le piano. « Allez-y, mendiant, montrez-nous votre art. » Ce qu'elle attendait, c'était l'humilier. Ce qui se produisit satisfit quelque chose de très différent, car aucun des présents n'était préparé au silence absolu qui s'installa 12 secondes plus tard. 12 heures plus tôt, ce même jeune homme dormait sous un pont. Le froid de 4 heures du matin coupait comme du verre. Émilien Dubois, 17 ans, se recroquevillait sous un pont près de la gare de Lyon, utilisant un carton humide comme oreiller. Son sac à dos élimé contenait tout ce qu'il possédait. 2 t-shirts gris, un pantalon aux genoux déchirés, un demi-paquet de gâteaux secs et une médaille de bronze enveloppée dans un mouchoir jadis blanc. La médaille portait un nom gravé « Arthur Dubois, premier prix, concours national de piano, 1987 ». C'était la seule chose qui lui restait de son père. 3 mois auparavant, Émilien vivait dans un petit appartement du quartier de Ménilmontant. Ce n'était pas luxueux, mais il y avait un toit, de l'eau chaude et un piano droit hérité de son père. Arthur Dubois avait été, durant ses années de gloire, l'un des pianistes les plus prometteurs du pays. Il avait joué dans des théâtres importants, enregistré 2 albums qui ne s'étaient jamais suffisamment vendus et donné des cours particuliers aux enfants de familles aisées. Mais le talent ne paie pas toujours les factures. Quand Émilien eut 8 ans, son père commença à contracter des emprunts. Quand il en eut 12, les créanciers commencèrent à appeler. À 15 ans, il trouva son père pleurant en silence devant le piano, une lettre d'expulsion dans ses mains tremblantes. Arthur mourut 6 mois plus tard. Le médecin parla d'une crise cardiaque. Émilien savait que c'était la honte. Son père n'avait pas supporté de voir comment son nom, jadis respecté dans les cercles musicaux, devenait synonyme de dettes impayées et de promesses brisées. Les funérailles furent modestes. 3 personnes y assistèrent. Émilien, une voisine âgée qui lui offrait toujours du pain, et un homme en costume qu'Émilien ne reconnut pas, mais qui laissa une enveloppe contenant suffisamment d'argent pour payer la crémation. Pendant 2 ans, Émilien survécut tant bien que mal. Il travailla comme plongeur dans des restaurants qui le renvoyaient quand il découvrait son âge. Il dormit dans des foyers jusqu'à ce qu'il ferme faute de fonds. Il vendit tout ce qu'il put. Les disques de son père, les meubles de l'appartement, même le piano droit qui avait appartenu à 3 générations de Dubois. Tout, sauf la médaille. Celle-là, il ne la vendrait jamais. Mais 3 mois auparavant, le propriétaire de l'appartement perdit patience. Émilien arriva un après-midi pluvieux et trouva ses affaires dans la rue, la serrure changée. Il passa la première nuit dans un distributeur automatique, la seconde à la gare routière, la 3e sous le pont où il se réveillait maintenant, le corps engourdi et l'estomac vide. Ce matin-là, comme tous les matins, Émilien se dirigea vers le centre-ville, cherchant du travail. N'importe quoi ferait l'affaire. Porter des caisses, balayer des trottoirs, tenir des panneaux. Les meilleurs jours, il gagnait de quoi s'acheter un sandwich jambon-beurre et une bouteille d'eau. Les pires, il fouillait les conteneurs derrière les restaurants. Il n'avait pas honte. La faim avait effacé cette émotion depuis longtemps. Vers midi, il passa devant le grand hôtel impérial, le plus luxueux de la ville. Il n'avait jamais franchi ses portes dorées, mais il connaissait sa réputation. Des politiciens, des hommes d'affaires, des artistes internationaux y séjournaient. Les chambres les moins chères coûtaient ce qu'il pouvait gagner en une année entière. Normalement, il aurait continué son chemin, mais quelque chose l'arrêta. Le son d'un piano. Quelqu'un à l'intérieur jouait mal. Les notes parvenaient déformées à travers les fenêtres entr'ouvertes, les temps erratiques, les accords imprécis. Émilien reconnut la pièce. Le clair de lune de Debussy. Son père la lui avait apprise quand il avait 9 ans. La première fois, il lui avait fallu 3 semaines pour la maîtriser. La personne qui jouait à l'intérieur semblait passer des heures sans réussir le premier mouvement complet. Sans y penser, il s'approcha de l'entrée latérale de l'hôtel. Un garde de sécurité le regarda avec mépris, mais ne dit rien, tandis qu'Émilien observait simplement à travers la vitre. À l'intérieur, dans le hall principal, un piano à queue Steinway brillait sous un lustre en cristal. Assise devant lui, une femme d'environ 60 ans, vêtue de rouge, luttait contre les touches comme si elles étaient des ennemis personnels. Autour d'elle, les employés de l'hôtel feignaient de ne pas remarquer les erreurs tout en préparant les tables, les fleurs, les arches décoratives. Il y avait clairement un événement important ce soir-là. Émilien observa pendant près de 20 minutes. La femme en rouge répéta le même passage 15 fois sans succès. Chaque erreur la mettait davantage en rage. Finalement, elle frappa les touches des 2 paumes et cria quelque chose qu'Émilien ne parvint pas à entendre.
Un homme en costume courut vers elle, tentant de la calmer. Elle le repoussa d'une claque et désigna le piano comme s'il était coupable de son incompétence. Puis elle prit son sac et sortit furieuse par une porte latérale. Le piano resta seul, brillant, attendant. Émilien ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis des mois. Un tiraillement dans la poitrine, un besoin physique presque douloureux. Ses doigts le picotaient, il ferma les yeux et, un instant, il eut de nouveau 8 ans, assis à côté de son père, apprenant la bonne position des mains. Il se souvint de l'odeur de café du studio, de la voix rauque d'Arthur disant « On ne joue pas la musique, mon fils. On dialogue avec elle. » Il ouvrit les yeux. Le piano était toujours... Émilien regarda ses mains sales, ses ongles cassés, ses vêtements qui sentaient la journée sans douche. Puis il regarda le piano et, sans savoir que cette décision changerait absolument tout, il poussa la porte et entra. Le hall du grand hôtel impérial sentait les fleurs fraîches et l'argent ancien. Émilien fit 3 pas avant que son corps ne lui ordonne de s'arrêter. Le sol en marbre reflétait son image comme un miroir cruel. Cheveux emmêlés, barbe d'adolescente irrégulière, vêtements racontant des histoires de nuit sous les ponts. Comparé aux employés en uniforme qui traversaient l'espace avec des plateaux d'argent, il ressemblait à une tache dans un tableau parfait, mais le piano l'appelait. Il le sentait dans ses os, dans la mémoire musculaire de ses doigts. Cela faisait 23 mois qu'il n'avait pas joué. 23 mois depuis qu'il avait vendu le piano de son père pour payer la dernière facture d'hôpital. L'acheteur, un homme corpulent qui mâchait du tabac, lui avait donné la moitié de sa valeur. Émilien avait accepté car il n'avait pas le choix. Cette nuit-là, il pleura jusqu'à l'épuisement. Ce fut la dernière fois qu'il pleura. Maintenant, devant le Steinway à queue, il sentait quelque chose de dangereux, l'espoir. Il s'approcha lentement, comme on approche un animal sauvage. Les employés étaient trop occupés pour le remarquer. Ils portaient des arrangements floraux, blancs et dorés, ajustaient des nappes de soie, polissaient des coupes en cristal, qui coûtaient probablement plus cher que tous les vêtements qu'Émilien avait possédés dans sa vie. Une pancarte près de l'entrée annonçait l'événement « Mariage Montaigne-Solange, réception, 19 ». Émilien effleura le bord du piano du bout des doigts. Le bois était froid, parfait, sans une seule marque. Il imagina combien de mains avaient touché ces touches. Des mains de concertistes célèbres, probablement des mains soignées aux ongles propres, qui n'avaient jamais cherché de nourriture dans des conteneurs. Il s'assit sur le banc. Le velours rouge absorba le poids de son corps fatigué. Un instant, il se contenta de respirer. Il ferma les yeux et laissa ses mains reposer sur les touches sans les presser. Le silence du hall semblait sacré, comme l'intérieur d'une église vide. Puis il joua la première note, un la dièse, à peine un murmure. Le son vibra dans sa poitrine comme des retrouvailles avec un être aimé. Il joua une autre note, puis une autre. Ses doigts se souvenaient de ce que son esprit avait tenté d'oublier, la position exacte, la pression nécessaire, la manière dont le son devait flotter avant de s'évanouir. Sans s'en rendre compte, il commença à jouer, non pas le clair de lune, la pièce que la femme en rouge avait massacrée, mais quelque chose de plus personnel, une composition que son père avait écrite à la naissance d'Émilien. Elle n'avait pas de nom officiel. Arthur l'appelait toujours « la chanson de mon fils ». Émilien l'avait jouée des centaines de fois enfant, mais cela faisait des années qu'il ne l'avait pas entendue en dehors de sa mémoire. Les notes emplirent le hall comme une eau tiède. Certains employés interrompirent leurs tâches. Une femme portant des fleurs resta immobile à mi-chemin. Un jeune serveur posa son plateau sur une table et se tourna lentement vers le piano, la bouche légèrement ouverte. La pièce n'était pas techniquement complexe, mais elle contenait quelque chose qui ne pouvait pas être enseigné. Une émotion pure distillée dans chaque accord. Émilien jouait les yeux fermés. Dans son esprit, il était de retour dans le petit studio de Ménilmontant. Son père assis à ses côtés, l'odeur du café, la lumière du soir filtrant par la fenêtre. « Bien, mon fils, mais écoute, ne joue pas les notes, joue ce qu'il y a entre elles. C'est là que vit la vraie musique. » La pièce dura 4 minutes. Quand la dernière note s'évanouit, Émilien ouvrit les yeux. 12 personnes l'observaient, des employés figés dans diverses postures, certains les larmes aux yeux. Le silence était absolu, presque irrévérencieux. Émilien ressentit une honte soudaine. Il se leva du banc si vite qu'il faillit le faire tomber. « Pardon », murmura-t-il en reculant, « je n'aurais pas dû entrer, je m'en vais. » Mais avant qu'il ne puisse faire 2 pas, une voix coupa l'air comme un couteau. « Que diable se passe-t-il ici ?» Régine Montaigne apparut par la porte latérale comme une tempête de talons et de parfums chers. Elle portait la même robe rouge qu'auparavant, mais son visage était maintenant crispé en une moue de fureur qui promettait la destruction. Derrière elle, 2 gardes de sécurité avançaient avec des expressions de pierre. Régine vit Émilien et s'arrêta. Elle l'examina de haut en bas, comme on inspecte des ordures que quelqu'un aurait oublié de ramasser.
Sa lèvre supérieure se retroussa de dégoût. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle, bien que son ton indiqua que la réponse n'importait pas. « Madame, je… » « Vous avez juste… » l'interrompit-elle. « Touché le piano. »« Mon piano ?» Avec ses mains, Émilien regarda ses propres mains sales, ses ongles cassés, ses callosités de travail acharnées. Il baissa la tête. « Je voulais juste… » « Vous vouliez juste quoi ?» Régine avança vers lui, ses talons résonnant comme des coups de marteau. « Entrer dans mon hôtel, salir mon instrument, contaminer le mariage de ma fille ?» Les employés observaient sans bouger. Certains semblaient vouloir intervenir, mais la peur de Régine était clairement plus grande que tout élan de justice. « Madame » dit une voix timide. Il jouait, et c'était très beau. Régine se tourna vers l'employé qui avait parlé, une jeune femme portant des arrangements floraux. « Pardon, beau ?» Régine lâcha un rire sec. « Un vagabond jouant mon Steinway à 200 000 € vous semble beau ?» L'employé baissa le regard. Régine se reconcentra sur Émilien. « Sécurité !» Emmenez-le et désinfectez ensuite chaque touche qu'il a touchée. Les gardes avancèrent. Émilien sentit leurs mains se refermer sur ses bras. Mais avant qu'il ne puisse l'entraîner, son estomac émit un rugissement si fort que même Régine l'entendit. Elle sourit, un sourire qui ne contenait pas une goutte de compassion. « Ah, le mendiant a faim. » Elle s'approcha, se penchant jusqu'à ce que son visage soit à quelques centimètres du sien. Son parfum était suffocant. « Vous êtes venu voler de la nourriture ou vous espériez que quelqu'un ait pitié de vous ?» Émilien leva les yeux. Pour la première fois, ses yeux rencontrèrent directement ceux de Régine. « Je voulais juste jouer, » dit-il d'une voix ferme. « Une chanson, rien de plus. » Régine cligna des yeux, surprise par le calme du jeune homme. Puis son expression se durcit. « Emmenez-le, et si je le revois près de cet hôtel, appelez la police. » Les gardes commencèrent à l'entraîner vers la sortie. Les gardes le jetèrent par la porte arrière de l'hôtel, avec plus de force que nécessaire. Émilien tomba sur l'asphalte humide de l'allée, se râpant les paumes des mains contre le pavé rugueux. Il entendit la porte se refermer derrière lui avec un claquement métallique définitif. Il resta là, assis entre des conteneurs à ordures et des cartons empilés, regardant le sang qui coulait de ses mains. Ce n'était pas beaucoup, il avait eu de pires blessures. Ce qui faisait mal, ce n'était pas la peau déchirée, mais quelque chose de plus profond. Le rappel brutal de sa place dans le monde. Pendant 4 minutes, en jouant du piano, il avait oublié qui il était, ou plutôt il s'était souvenu de qui il avait été. Le fils d'Arthur Dubois, un étudiant du Conservatoire national, avec un avenir prometteur, un jeune homme avec un foyer, avec de la nourriture sur la table, avec un père qu'il aimait, mais cette personne n'existait plus. Elle était morte avec Arthur, enterrée sous des montagnes de dettes et de honte héritées. Il se leva lentement, la faim le rongeait toujours. Plus intense maintenant qu'il avait senti la nourriture de l'hôtel. Il s'essuya les mains sur son pantalon et commença à marcher vers la sortie de l'allée. Il trouverait bien quelque chose. Il le faisait toujours, mais alors il entendit une voix. « Hé, attendez !» Il se retourna. Par la porte arrière de l'hôtel, maintenant entr'ouverte, dépassait le visage d'un homme d'une 50aine d'années. Il portait un uniforme de chef, veste blanche immaculée, pantalon à carreaux, une toque haute tachée de sauce. Son expression était un mélange de prudence et de quelque chose qu'Émilien ne sut identifier. Curiosité, pitié. « C'est vous ?» demanda le chef. « Celui qui a joué du piano ?» Émilien acquiesça lentement. Le chef regarda des 2 côtés de l'allée, vérifiant que personne n'observait. Puis il ouvrit la porte un peu plus et lui fit signe. « Venez vite. » Émilien hésita. Cela pouvait être un piège. Peut-être Régine avait-elle ordonné de le battre loin des caméras, mais la faim obscurcit son jugement. Il suivit le chef à l'intérieur. Ils entrèrent par un couloir étroit qui sentait la vraie cuisine, viande rôtie, épices, pain frais. Émilien sentit ses jambes trembler. Le chef le guida jusqu'à un petit bureau derrière la cuisine principale, loin du chaos des cuisiniers préparant le dîner de mariage. « Asseyez-vous » ordonna le chef en désignant une chaise en plastique. Émilien obéit. Le chef disparut par une porte latérale et revint 1 minute plus tard avec un plat couvert d'une serviette en tissu. Il le plaça devant Émilien et retira la serviette d'un geste théâtral. Poulet rôti, purée de pommes de terre, légumes sautés, un petit pain doré avec du beurre visible. Émilien regarda le plat comme on regarde un mirage dans le désert. « Mangez » dit le chef, avant que quelqu'un ne le remarque. Émilien n'eut pas besoin de plus d'instructions. Il mangea avec les mains au début, oubliant toutes les manières que son père lui avait enseignées. Le chef ne dit rien. Il l'observa seulement avec une expression indéchiffrable, pendant que le jeune homme dévorait chaque bouchée comme si c'était la dernière. Quand l'assiette fut vide, Émilien leva enfin les yeux. « Merci » murmura-t-il. « Je ne sais pas comment. Je m'appelle Bernard » l'interrompit le chef. « Je cuisine dans cet hôtel depuis 23 ans. J'ai tout vu. Des mariages de millionnaires, des scandales politiques, des célébrités ivres, mais ce que j'ai entendu il y a un instant,
Il fit une pause, cherchant ses mots. C'était quelque chose de différent. Ce n'était qu'une chanson, dit Émilien. Ne me mentez pas, mon garçon. Bernard s'assit en face de lui, croisant les bras. Je connais la musique. Ma sœur était violoniste professionnelle jusqu'à ce que l'arthrite lui détruise les mains. Je sais distinguer entre quelqu'un qui joue des notes et quelqu'un qui joue avec l'âme. Vous avez fait la seconde. Émilien ne sut quoi répondre. Il regarda ses propres mains encore tachées de sang séché et de graisse de poulet. « Comment avez-vous appris » demanda Bernard. « Mon père » dit Émilien après un long silence. « Il m'a appris dès mes 5 ans. Il était pianiste. Il est mort il y a 2 ans. » Bernard acquiesça lentement, comme si cette information complétait un puzzle. « Et comment vous êtes-vous retrouvé ainsi, sans vouloir vous offenser, mais vous ne ressemblez pas à quelqu'un qui est né dans la rue. » Émilien sentit le poids de la médaille contre sa poitrine, caché sous son t-shirt sale. Il aurait pu mentir, inventer une histoire moins douloureuse, mais quelque chose dans le regard du chef l'incita à dire la vérité. « Mon père a commis des erreurs, dit-il finalement. Il a emprunté de l'argent aux mauvaises personnes. Quand il est mort, les dettes m'ont été transmises. Pas légalement, mais les recouvreurs ne connaissent pas les lois. J'ai tout perdu. L'appartement, le piano, l'opportunité de terminer mes études. Je suis dans la rue depuis 8 mois. » Bernard expira lentement. « Et la femme en rouge, Régine Montaigne, vous ne la connaissiez pas jusqu'à aujourd'hui. Eh bien, elle vous connaît maintenant. Et ce n'est pas bon. » Bernard se pencha en avant, baissant la voix. Régine Montaigne est l'une des personnes les plus puissantes de cette ville. Son mari, Fernand Solange, possède une demi-douzaine d'entreprises. Le mariage de ce soir est pour leur fille Valentine, qui épouse le fils d'un sénateur. Il y a des invités qui pourraient acheter des pays entiers. « Pourquoi me racontez-vous cela » demanda Émilien. Bernard sourit pour la première fois, parce que ce que vous avez fait là, jouer ce piano devant tout le monde, c'était la chose la plus courageuse ou la plus stupide que j'ai vue depuis des années. Et j'ai besoin de savoir laquelle des deux c'était. Émilien soutint le regard du chef. C'était nécessaire, dit-il. Cela faisait 23 mois que je n'avais pas joué. J'ai senti que si je ne le faisais pas à ce moment-là, j'oublierais ce que c'est que d'être en vie. Bernard resta silencieux pendant plusieurs secondes, assimilant les paroles du jeune homme. Finalement, il se leva et se dirigea vers un petit réfrigérateur dans le coin du bureau. Il en sortit une bouteille d'eau et la lança à Émilien, qui l'attrapa par réflexe. « Buvez » ordonna-t-il, « et écoutez-moi attentivement, car ce que je vais vous dire pourrait changer votre soirée ou la détruire complètement. » Émilien ouvrit la bouteille et en but la moitié sans respirer. L'eau froide descendit sa gorge comme une bénédiction liquide. Quand il eut fini, il acquiesça vers Bernard, indiquant qu'il était prêt à écouter. « La pianiste engagée pour le mariage a annulé il y a 3 heures, dit Bernard en croisant les bras. « Appendicite. Elle a été emmenée d'urgence à l'hôpital alors qu'elle répétait le répertoire. Régine Montaigne est furieuse parce qu'elle ne trouve pas de remplaçant à temps. Elle a appelé toutes les agences de la ville, mais les bons pianistes sont occupés un samedi soir. » Émilien sentit un picotement parcourir sa colonne vertébrale. « C'est pour ça qu'elle jouait, dit-il, essayant de le faire elle-même. » Exactement, Régine a pris des cours de piano quand elle était jeune. Elle se croit meilleure qu'elle ne l'est, mais vous avez entendu le résultat. Bernard fit une grimace. Désastreux. Le mariage commence dans 5 heures et il n'y a pas de musicien. Les invités attendent de la musique en direct pendant le dîner et la valse. Sans pianiste, Régine sera humiliée devant l'élite de la ville. Et qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Bernard le regarda droit dans les yeux. Tout. Je peux vous ramener dans le salon. Je peux vous trouver des vêtements propres, une douche, et vous asseoir devant ce piano avant l'arrivée des invités. Mais il y a un risque énorme. Si Régine vous reconnaît, elle appellera la police. Elle inventera probablement que vous avez essayé de voler quelque chose. Elle a le pouvoir de ruiner votre vie encore plus qu'elle ne l'est déjà. Émilien traita l'information. Son cœur battait fort, mais son esprit était étrangement calme. « Pourquoi m'aideriez-vous » demanda-t-il. « Vous ne me connaissez pas. » Bernard soupira et se rassit devant lui. Pour la première fois, son expression dure s'adoucit, révélant quelque chose qui ressemblait à une ancienne tristesse. « Parce qu'il y a 30 ans, j'étais vous, » dit-il. « Un jeune homme talentueux, sans opportunité, convaincu que le monde n'avait pas de place pour des gens comme nous. Quelqu'un m'a donné une chance quand je ne la méritais pas. Cette personne est morte il y a longtemps, mais je lui ai promis de rembourser ma dette en aidant quelqu'un d'autre quand je le pourrais. » Il fit une pause. « Aujourd'hui, je le peux. » Émilien regarda la bouteille d'eau dans ses mains. Il pensa à son père, aux nuits passées ensemble devant le piano, à pratiquer jusqu'à ce que les doigts lui fassent mal, à la promesse qu'il s'était faite à la mort d'Arthur, ne jamais abandonner la musique, peu importe les difficultés de la vie. Il avait rompu cette promesse pendant 23 mois. Peut-être était-ce sa chance de la réparer. « Si j'accepte, dit-il lentement, quelle garantie ai-je de ne pas être arrêté dès que l'on me verra ?»
Aucune, admit Bernard. Mais j'ai un plan. Régine ne sera pas dans le salon principal pendant les 3 prochaines heures. Elle sera dans la suite nuptiale, aidant sa fille avec les préparatifs. Le directeur de l'hôtel, un homme nommé Octave Moreau, est désespéré de trouver un pianiste. Si je vous présente comme un musicien professionnel qui vient d'arriver d'une autre ville, il ne posera pas beaucoup de questions. Il a besoin d'une solution, pas d'une enquête de fond. Et quand Régine vous verra pendant le mariage, vous serez habillé différemment, propre, coiffé, assis devant le piano, comme si vous y apparteniez. Régine voit ce qu'elle veut voir, et ce qu'elle veut voir, c'est un pianiste élégant qui sauve son événement. Elle ne fera pas le lien entre le mendiant du hall et le musicien sur scène. Ce sont 2 personnes différentes dans son esprit. Émilien considéra les mots. C'était un plan risqué, presque absurde. Mais l'alternative était de retourner sous le pont, de dormir sur du carton, de se réveiller l'estomac vide et les doigts engourdis. Au moins cette option contenait la possibilité de quelque chose de plus. « Que dois-je jouer ?» demanda Bernard. Il sourit largement. « De la musique classique pendant le dîner, Chopin, Debussy, ce que vous connaissez. Ensuite, la valse pour le bal des mariés. Et enfin, quelque chose d'émouvant pour le toast final. Vous pouvez gérer ça ?» Émilien ferma les yeux. Il passa mentalement son répertoire en revue. Des années de pratique avaient gravé des centaines de pièces dans sa mémoire musculaire. Clair de lune, nocturne en mi bémol, valse en U dièse mineur, Liebestraum de Liszt. Il pouvait jouer pendant des heures sans répéter une seule pièce. « Je peux le gérer », dit-il avec certitude. « Alors, venez avec moi, nous avons peu de temps. » Bernard le guida par des couloirs de service dont Émilien ignorait l'existence. Ils descendirent par des escaliers de service, traversèrent une buanderie industrielle où des femmes en uniforme pliaient des draps blancs et arrivèrent finalement à un petit vestiaire utilisé par le personnel masculin de l'hôtel. Là, Bernard lui tendit un sac noir. « Vêtements de concert », expliqua-t-il. « Nous les gardons pour les urgences. Chemise blanche, pantalon noir, chaussures de ville. Ça devrait vous aller. Il y a une douche au fond. Vous avez 20 minutes. » Émilien prit le sac et acquiesça. Avant d'entrer dans la salle de bain, il se tourna vers Bernard. « Si cela tourne mal, je ne vous connais pas et vous êtes entré sans mon aide, » l'interrompit le chef. « Mais ça ne va pas mal se passer. Quelque chose me dit que cette nuit était faite pour vous. » Émilien ne croyait pas au destin, mais tandis que l'eau chaude frappait son corps pour la première fois depuis des semaines, lavant des couches de crasse et de désespoir, il voulut croire que, juste peu, l'univers lui réservait encore quelques surprises. Le miroir du vestiaire lui renvoya une image qu'il reconnut à peine. Cheveux humides peignés en arrière, visage propre révélant des traits anguleux que la faim avait affûtés, chemise blanche parfaitement repassée, contrastant avec sa peau mate. Les chaussures étaient d'une demi-taille trop grande, mais personne ne le remarquerait. Pour la première fois depuis des mois, Émilien Dubois ressemblait à quelqu'un qui avait sa place dans un endroit comme le Grand Hôtel Impérial. Bernard l'inspecta d'un œil critique, ajustant le col de la chemise et lissant un pli invisible sur l'épaule. « Parfait, déclara-t-il. Vous ressemblez à un vrai musicien. »« Je suis un vrai musicien, » répondit Émilien calmement. Bernard sourit. « Ça, je le sais. Maintenant, il faut convaincre les autres. » Ils montèrent par un ascenseur de service jusqu'au 1er étage. Le couloir était vide, mais Émilien pouvait entendre le murmure d'activité provenant du salon principal. Des voix donnant des ordres, le tintement des couverts, le bourdonnement des aspirateurs préparant les tapis. Bernard s'arrêta devant une porte en bois sombre et frappa 3 fois. « Entrez », répondit une voix tendue de l'intérieur. Ils entrèrent dans un bureau élégant où un homme d'une 40aine d'années faisait les 100 pas en parlant au téléphone. Costume gris, cravate desserrée, expression de quelqu'un qui éteint des incendies depuis des heures. Il leva un doigt vers Bernard, indiquant d'attendre, et continua sa conversation. « Je me fiche qu'il soit à un autre mariage. Offrez-lui le double. Le triple. Oui, le triple. » Une pause. « Comment ça ?» Il ne répond pas. « Continuez d'essayer. La cérémonie est dans 4 heures. » Il raccrocha le téléphone et s'effondra sur sa chaise avec un soupir qui semblait contenir des semaines d'épuisement. « Bernard, dites-moi que vous avez de bonnes nouvelles. Régine m'a appelé il y a 10 minutes, menaçant de poursuivre l'hôtel si je ne trouvais pas de pianiste. Le sénateur Solange a déjà confirmé sa présence. Si ce mariage échoue, ma carrière se termine ce soir. » Bernard acquiesça vers Émilien. « Octave, je vous présente Émilien Dubois, pianiste professionnel. Il vient d'arriver en ville et est disponible pour ce soir. » Octave regarda Émilien avec un mélange d'espoir et de méfiance. « Professionnel? Où a-t-il étudié? A-t-il des références ?» Émilien sentit le poids du mensonge se former dans sa gorge. Mais avant qu'il ne puisse parler, Bernard intervint.
Il a étudié au Conservatoire national, fils d'Arthur Dubois. Le nom frappa l'air comme une pierre dans l'eau immobile. Octave fronça les sourcils, cherchant dans sa mémoire. Arthur Dubois, le pianiste qui a joué au Théâtre National il y a des années, celui du scandale financier. L'estomac d'Émilien se contracta. C'était là, l'ombre de son père le rattrapant même ici. Le même, admit-il d'une voix ferme. C'était mon père, il est mort il y a 2 ans. Octave l'étudia pendant plusieurs secondes interminables. Émilien soutint le regard sans cligner des yeux, refusant de montrer de la honte pour un nom de famille qu'il n'avait pas choisi. Le scandale financier n'a rien à voir avec le talent, dit finalement Octave. Votre père jouait incroyablement bien. Je l'ai entendu une fois il y a 15 ans. Il fit une pause. Avez-vous hérité de son talent? Jugez par vous-même, répondit Émilien. Donnez-moi 5 minutes avec le piano. Octave regarda Bernard, qui acquiesça presque imperceptiblement. Le directeur se leva, lissa son costume froissé et se dirigea vers la porte. Suivez-moi. Si vous jouez la moitié aussi bien que votre père, vous venez de me sauver mon emploi. Le salon principal semblait transformé depuis la dernière fois qu'Émilien l'avait vu. Là où il y avait auparavant le chaos des préparatifs, régnait maintenant une élégance impeccable. Table ronde vêtue de blanc et d'or, centre de table avec des roses blanches et des bougies flottantes, une arche florale où les mariés échangeraient leurs vœux. Et au centre de tout, le piano à queue Steinway brillait sous la lumière des lustres comme un joyau noir attendant d'être éveillé. Émilien se dirigea vers l'instrument sans regarder les employés qui interrompaient leurs tâches pour l'observer. Il s'assit sur le banc, ajusta la distance et laissa ses mains reposer sur les touches froides. Pendant 3 secondes, il ne fit rien. Il se contenta de respirer. Il sentit le poids de la médaille de son père contre sa poitrine, cachée sous sa chemise blanche. Puis il commença à jouer. Il choisit le Nocturne Op. 9/2 de Chopin, une pièce qu'il connaissait si bien qu'il pouvait la jouer en dormant. Les premières notes flottèrent dans le salon comme des pétales portés par une douce brise. Les employés cessèrent de bouger. Octave, qui avait croisé les bras avec une expression sceptique, laissa tomber ses mains le long de son corps. Bernard, depuis l'entrée de la cuisine, sourit comme quelqu'un qui voit une prophétie s'accomplir. Émilien ferma les yeux, laissa la musique le transporter loin du luxueux salon, loin de la faim et de l'humiliation, loin des 8 mois de cauchemar qui avaient détruit sa vie antérieure. Dans son esprit, il était assis à côté de son père, tous deux devant le vieux piano de l'appartement de Ménilmontant. La lumière du soir peignant tout en or. La pièce dura 4 minutes. Quand la dernière note s'évanouit, Émilien ouvrit les yeux et trouva quelque chose qu'il n'attendait pas. Un silence absolu, mais pas le silence gênant du jugement, c'était le silence révérencieux de ceux qui venaient d'assister à quelque chose de sacré. Octave s'approcha lentement, comme s'il craignait de briser le sortilège. « Engagez », dit-il d'une voix rauque, « dites votre prix. » Émilien pensa au pont où il dormirait cette nuit-là, à la faim constante, à la médaille de son père, qui était la seule chose qui lui restait d'une meilleure vie. « De la nourriture », répondit-il, « et un endroit où dormir ce soir, c'est suffisant. » Octave cligna des yeux, surpris par la modestie de la demande. « C'est fait, et je vous paierai la même chose qu'à la pianiste originale. » Mais aucun des deux ne savait qu'à l'étage, dans la suite nuptiale, Régine Montaigne venait d'apprendre qu'un remplaçant avait été trouvé et qu'en moins de 3 heures, le destin provoquerait une rencontre que personne n'avait anticipée. Les 2 heures suivantes se déroulèrent dans un brouillard de préparatifs finaux. Émilien resta près du piano, révisant mentalement le répertoire, tout en observant comment le salon se transformait pour accueillir 200 invités. Des serveurs en gants blancs vérifiaient l'alignement des couverts en argent. Des sommeliers ouvraient des bouteilles de vin qui coûtaient plus d'1 mois de loyer. Des fleuristes ajustaient des pétales avec une précision chirurgicale. Bernard apparut brièvement pour lui apporter un plat de la cuisine, saumon grillé avec risotto aux champignons, un plat qu'Émilien n'avait jamais goûté. Il mangea lentement, savourant chaque bouchée comme quelqu'un qui garde des souvenirs pour les temps difficiles. « Nerveux ?» demanda Bernard. « Non », répondit Émilien. « Et c'était vrai, quand je joue, tout le reste disparaît. Le public, le lieu, les problèmes. Seule la musique existe. Votre père vous a bien enseigné. Il m'a tout enseigné. » Bernard acquiesça et retourna à la cuisine. Émilien finit de manger et s'approcha de la baie vitrée, donnant sur le jardin de l'hôtel. Dehors, la nuit tombait sur la ville comme un rideau de velours bleu. Les premières étoiles apparaissaient timidement entre des nuages épars. Quelque part dans cette ville, le pont où il avait dormi la veille l'attendait toujours, mais cette nuit, au moins, il aurait un toit. À 19, les premiers invités commencèrent à arriver. Émilien observa depuis sa position près du piano, tandis que des hommes en costumes impeccables et des femmes en robes étincelantes de bijoux franchissaient les portes dorées. Il reconnut des visages vus dans les journaux et à la télévision, hommes d'affaires, politiciens,
une actrice célèbre au bras d'un homme qui aurait pu être son grand-père. C'était un défilé de pouvoir et d'argent qu'Émilien observait comme un anthropologue étudiant une tribu inconnue. Octave apparut à ses côtés, une liste à la main. « La cérémonie aura lieu dans le jardin », expliqua-t-il rapidement. « Ensuite, les invités entreront ici pour le dîner. Je veux une musique douce pendant le repas. Chopin, Debussy, ce que vous jugerez approprié. À 21, la première danse des mariés. On m'a déjà donné la chanson « Perfect d'Ed Sheeran ». Vous la connaissez ? Émilien acquiesça. Il avait entendu cette chanson à la radio des restaurants où il lavait la vaisselle. Ce n'était pas son style, mais il pouvait l'adapter. Après la valse, musique de fond jusqu'à la fin des discours. Enfin, quelque chose d'émouvant pour clôturer la soirée. Des questions ? Régine Montaigne sera-t-elle dans le salon pendant tout le dîner ? Octave le regarda avec curiosité. Oui, c'est la mère de la mariée. Elle sera à la table principale, face à la scène. Pourquoi ? Simple curiosité, mentit Émilien. La vérité était qu'il devait savoir où se trouvait son ennemi à tout moment. Si Régine le reconnaissait, tout serait fini. Mais s'il parvenait à passer inaperçu pendant les 4 prochaines heures, il aurait gagné un repas, un toit et l'opportunité de jouer de la vraie musique devant un vrai public. C'était plus que ce qu'il avait eu depuis des mois. À 19h30, la cérémonie commença dans le jardin. Émilien pouvait en voir des fragments à travers les fenêtres. Le marié attendant sous une arche de fleurs, la mariée marchant au bras de son père, le murmure des vœux qu'il ne parvenait pas à entendre, mais son attention était ailleurs, sur la femme en robe argentée qui occupait le premier rang de chaises, Régine Montaigne. À cette distance, Régine semblait différente. Plus petite, être moins menaçante, mais Émilien ne se trompait pas. Il savait que cette femme avait tenté de le détruire quelques heures auparavant et qu'elle le ferait à nouveau si l'occasion se présentait. La cérémonie se termina à 20h15. Les mariés s'embrassèrent, les invités applaudirent et la procession commença à se diriger vers le salon principal. Émilien sentit son pouls s'accélérer en prenant position devant le piano. C'était le moment de vérité. Les premiers invités entrèrent et leurs yeux se dirigèrent naturellement vers le Steinway. Émilien commença à jouer doucement la gymnopédie d'Éric Satie, une pièce mélancolique qui servait de fond parfait aux conversations élégantes. Les invités s'installèrent à leur table sans lui prêter beaucoup d'attention. Pour eux, il n'était qu'une décoration sonore, exactement ce dont il avait besoin. Pendant l'heure suivante, Émilien joua sans interruption. Il passa de Satie à Debussy, de Debussy à Chopin, créant une tapisserie sonore qui enveloppait le salon sans le dominer. Les serveurs servaient des entrées élaborées, carpaccio de bœuf, tartare de thon, foie gras sur brioche toastée. Le murmure des conversations se mêlait au tintement des coupes de cristal. Personne ne semblait le regarder directement, ce qui était parfait. Mais alors, entre 2 pièces, il leva les yeux vers la table principale. Régine Montaigne l'observait. Leurs yeux se rencontrèrent pendant une fraction de seconde. Le cœur d'Émilien s'arrêta. Il s'attendait aux cris, à l'accusation, aux gardes de sécurité apparaissant pour le traîner dehors. Mais Régine se contenta de froncer légèrement les sourcils, comme quelqu'un qui essaye de se souvenir de quelque chose, puis reporta son attention sur la femme à ses côtés. Émilien expira lentement, elle ne l'avait pas reconnu. Le plan de Bernard fonctionnait, mais quelque chose dans l'expression de Régine lui dit que ce n'était pas fini. Une graine de doute était plantée dans son esprit, et les graines, avec suffisamment de temps, finissent toujours par germer. Il continua à jouer, mais maintenant chaque note portait le poids supplémentaire du risque. Le plat principal arriva à 20 et 1,15. Filet mignon avec réduction de vin rouge pour certains, loup de mer au four au capre pour d'autres. Émilien changea le répertoire pour des pièces plus dynamiques afin d'accompagner le rythme accéléré du service. Ses doigts dansaient sur les touches avec familiarité, tandis que son esprit restait alerte, surveillant chaque mouvement de Régine Montaigne. Elle l'avait regardé 3 fois de plus au cours de la dernière heure. Chaque fois, Émilien feignait d'être absorbé par la musique, les yeux fermés en apparente concentration, mais il pouvait sentir son regard comme une légère brûlure sur la peau. Régine soupçonnait quelque chose. Elle ne savait pas quoi, mais son instinct de prédatrice lui disait que quelque chose ne collait pas. À 21, Octave apparut près du piano, l'air tendu. « La première danse dans 5 minutes », murmura-t-il. Prêt, Émilien acquiesça. Il avait mentalement répété « Perfect » pendant le dîner, adaptant les accords pour le piano. Seul, ce ne serait pas comme la version originale avec orchestre complet, mais ça fonctionnerait. Le maître de cérémonie, un homme à la voix grave et au smoking impeccable, prit le micro sur la petite scène à côté du piano. « Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter la première danse des jeunes mariés, Valentine Montaigne-Solange et Richard Solange. » Les applaudissements emplirent le salon tandis que les mariés s'avançaient vers le centre de la piste.
Valentine portait une robe blanche qui coulait comme de l'eau liquide à chaque pas. Richard, un homme d'une trentaine d'années avec une mâchoire carrée et un sourire de magazine, la guidait avec la confiance de celui qui a toujours eu tout ce qu'il désirait. Émilien les observa prendre position. Puis il posa ses mains sur les touches et commença. Les premières notes de « Perfect » flottèrent dans le salon comme une promesse murmurée. Émilien avait transformé la chanson pop en quelque chose de plus intime, de plus profond. Les accords mineurs ajoutaient de la mélancolie aux paroles optimistes. C'était une version qui parlait non seulement d'amour parfait, mais de tout ce qu'on sacrifie pour l'atteindre. Les mariés dansaient les yeux fermés, perdus dans leurs moments privés, tandis que 200 personnes les observaient. Mais Émilien remarqua quelque chose. Valentine semblait tendue. Son sourire était parfait, mais ses épaules étaient raides. Dans un tour, leurs yeux se rencontrèrent brièvement, ceux d'Émilien et les siens, et il y vit quelque chose d'inattendu, de la tristesse. La chanson se termina par un accord soutenu qui s'évanouit lentement. Les applaudissements éclatèrent. Richard embrassa Valentine d'un geste théâtral tandis que les invités criaient des mots de félicitations. Mais Émilien continuait de penser à ce regard, à la tristesse cachée derrière le sourire parfait. Eux, être les riches aussi ont leur prison, pensa-t-il. Après la valse, le dîner continua avec des desserts élaborés et des toasts interminables. Le père de Richard, un sénateur aux cheveux argentés et à la présence intimidante, fit un discours sur les traditions familiales et les héritages. Le père de Valentine, Fernand Solange, parla de la fierté de voir sa fille épouser un homme aussi distingué. Régine ne parla pas, mais sa présence dominait la table principale comme un phare sombre. Émilien jouait une musique douce en fond sonore tout en traitant tout ce qu'il voyait. C'était un monde complètement étranger à lui, un monde où les mariages coûtaient plus que des maisons, où les discours parlaient de fusion d'entreprises déguisées en amour, où les sentiments réels se cachaient derrière des masques de sourire parfaits. À 22h30, pendant une pause entre les discours, quelque chose changea. Régine Montaigne se leva de sa chaise et se dirigea directement vers le piano. Émilien sentit chaque muscle de son corps se tendre, mais continua à jouer comme s'il ne l'avait pas vu. Un nocturne de Chopin servait de bouclier tandis qu'elle s'approchait à pas mesurés, sa robe argentée brillant sous les lumières du lustre. Elle s'arrêta à 1 mètre du piano. Ses yeux parcoururent le visage d'Émilien avec la précision d'un scanner. « Vous jouez très bien », dit-elle finalement. Sa voix était douce, mais elle contenait un tranchant caché. « On se connaît ?» Émilien ne cessa pas de jouer. « Je ne crois pas, madame. Votre visage m'est familier. J'ai un de ces visages communs. » Régine inclina la tête sans détourner le regard. « Non, il y a autre chose. » Ses yeux se plissèrent. « Comment vous appelez-vous » Le cœur d'Émilien battait si fort qu'il craignait qu'elle ne l'entende. « Émilien, répondit-il, omettant le nom de famille. « Émilien, quoi ?» Avant qu'il ne puisse répondre, la voix du maître de cérémonie interrompit le moment. « Mesdames et messieurs, la mariée souhaite adresser quelques mots à sa mère. » Régine se tourna vers la scène, où Valentine prenait le micro avec des mains légèrement tremblantes. Le moment de l'interrogatoire était passé, mais Émilien savait que ce n'était que temporaire. Régine l'avait reconnu ou était sur le point de le faire, il ne lui manquait qu'un déclencheur. Valentine tenait le micro des 2 mains comme si elle avait besoin de s'ancrer à quelque chose de solide. Les 200 invités gardèrent le silence, attendant les paroles de la mariée à sa mère. Régine retourna à sa place avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux, toujours distraite par la conversation interrompue avec le pianiste. « Maman », commença Valentine, sa voix à peine un murmure amplifié. « Aujourd'hui est le jour le plus important de ma vie et je veux que tout le monde sache que tout ce que je suis, je vous le dois. » Les invités murmurèrent des approbations. Régine inclina la tête avec une fausse modestie. « Vous m'avez appris ce que signifie le sacrifice, » continua Valentine. « Vous m'avez appris que le succès a un prix, que les apparences comptent, que le monde nous juge par ce que nous montrons, non par ce que nous ressentons. » Quelque chose dans le ton de Valentine fit qu'Émilien arrêta ses mains sur les touches. Les mots sonnaient comme un éloge, mais ils portaient un poison subtil que seules des oreilles attentives pouvaient détecter. Régine le remarqua aussi. Son sourire se figea légèrement. « C'est pourquoi, maman, je veux vous remercier devant tous. » Valentine fit une pause dramatique. « Merci de m'avoir appris à ne jamais montrer de faiblesse. Merci de m'avoir appris que l'amour se démontre par des réalisations, non par des câlins. Merci de m'avoir transformé en la femme parfaite dont vous aviez besoin. » Le silence dans le salon devint gênant. Les invités échangèrent des regards confus. Était-ce un hommage ou une accusation? Richard, le marié, s'approcha de Valentine et lui murmura quelque chose à l'oreille. Elle le repoussa doucement. « Mais il y a quelque chose que je ne vous ai jamais dit, maman. Quelque chose que j'ai gardé pendant 20 ans parce que j'avais peur de votre réaction. » Régine se leva, son expression se durcissant. « Valentine, chérie, ce n'est peu, être pas le moment. » « C'est exactement le moment, » interrompit Valentine,
sa voix gagnante en force. Parce qu'aujourd'hui j'épouse un homme que vous avez choisi. Je vais vivre une vie que vous avez conçue. Et avant de me rendre complètement à votre plan, j'ai besoin de dire une vérité. Le salon retint son souffle. Émilien observait la scène, sentant qu'il assistait à quelque chose de privé, quelque chose qu'il ne devrait pas voir, mais dont il ne pouvait détourner le regard. Quand j'avais 12 ans, dit Valentine, j'ai rencontré un homme qui a changé ma façon de voir le monde. Il n'était ni riche ni puissant. C'était un pianiste qui donnait des cours dans mon école. Son nom était Arthur Dubois. Le nom frappa Émilien comme un éclair. Son père. Valentine connaissait son père. Monsieur Dubois m'a appris que la musique était plus que des notes sur une portée, continua Valentine, les larmes commençant à briller dans ses yeux. Il m'a appris que l'art existe pour exprimer ce que les mots ne peuvent pas. Il m'a appris qu'il est bon de ressentir, qu'il est bon de pleurer, qu'il est bon de ne pas être parfaite. Régine avança vers la scène, son visage transformé en un masque de fureur contenue. « Valentine, ça suffit. Non maman, ça ne suffit pas. » Valentine recula d'un pas. « Parce que quand vous avez découvert que je prenais des cours avec lui, vous avez fait quelque chose d'impardonnable. Vous avez appelé ses créanciers, vous leur avez dit où le trouver. Vous avez accéléré sa chute parce que vous ne supportiez pas que quelqu'un sans argent ait de l'influence sur votre fille. » Le murmure des invités grandit. Certains se levaient de leurs chaises, d'autres sortaient des téléphones pour enregistrer. Richard tentait de calmer sa nouvelle épouse, sans succès. Émilien sentait le sol s'effondrer sous ses pieds. Régine Montaigne n'était pas seulement une femme cruelle qui l'avait humiliée ce matin. C'était la personne responsable d'avoir détruit son père, d'avoir accéléré la spirale des dettes qui avait fini par le tuer. Ses mains tremblaient sur les touches du piano. Il voulait crier, il voulait courir vers la scène et exiger des explications. Mais quelque chose le maintenait immobile. Le besoin d'entendre tout, de comprendre chaque pièce du puzzle qui avait détruit sa vie. « Arthur Dubois est mort il y a 2 ans, » dit Valentine, les larmes coulant librement maintenant. « Il est mort seul, ruiné, détruit par des dettes que des gens comme vous ont utilisées comme des armes. Et je n'ai jamais eu le courage de le chercher, de le remercier pour ce qu'il a fait pour moi, de lui dire que sa musique a sauvé mon âme quand vous tentiez de me transformer en trophée. » Régine atteignit finalement la scène, arrachant le micro des mains de sa fille d'un mouvement brusque. « Mesdames et messieurs, excusez cette interruption émotionnelle. Ma fille est épuisée par les préparatifs. Richard, s'il vous plaît, emmenez-la se reposer. » Mais Valentine n'avait pas terminé. « Il y a autre chose, maman ?» dit-elle sans micro, sa voix toujours audible dans le silence tendu. « Quelque chose que vous ignorez. Arthur Dubois avait un fils qui a hérité de tout son talent. Et si jamais vous le trouviez, j'espère que vous vous souviendrez que vous avez détruit son père. » Les yeux de Régine s'écarquillèrent imperceptiblement. Puis, comme si des câbles invisibles se connectaient, elle se tourna lentement vers le piano, vers Émilien. Leurs regards se croisèrent et, à cet instant, tous deux surent que la nuit venait de changer pour toujours. Le silence qui suivit fut si dense qu'Émilien pouvait entendre son propre cœur battre. Régine Montaigne le fixait, son visage traversant une métamorphose visible, confusion, reconnaissance et, finalement, quelque chose qui ressemblait à de la peur. « Vous » murmura-t-elle, mais le murmure coupa l'air comme un cri. Émilien se leva lentement du banc du piano. Il sentait les regards des 200 invités, rivés sur son dos comme des aiguilles brûlantes, mais il ne pouvait voir que Régine, la femme qui avait détruit son père. « Dubois » dit Régine, sa voix gagnant en volume. « Émilien Dubois, le mendiant du hall. » Un murmure parcourut le salon. Les invités commençaient à assembler les pièces. Le discours de Valentine, l'accusation concernant Arthur Dubois, le pianiste mystérieux que Régine venait d'identifier comme un intrus. Octave, le directeur de l'hôtel, apparut à côté d'Émilien, l'air absolument paniqué. « C'est vrai » murmura-t-il avec urgence. « Vous êtes le même jeune homme que Régine a expulsé ce matin ?» Émilien ne répondit pas. Ses yeux restaient fixés sur Régine, tandis qu'elle descendait de la scène et marchait vers lui à pas qui résonnaient comme des sentences. « Garde !» ordonna Régine, sans détourner le regard. « Appelez la police. Cet homme est entré illégalement à mon événement. Il est probablement venu voler. Je n'ai rien volé, dit Émilien. Sa voix était étonnamment ferme. Je suis venu jouer. Jouer ? Régine lâcha un rire amer. Un vagabond de la rue vient jouer au mariage de ma fille. C'est une blague. Ce n'est pas une blague. Émilien fit un pas en avant. Vous m'avez jeté dehors ce matin. Vous m'avez traité d'ordure. Vous avez dit que la robe de votre fille valait plus que ma vie. Mais quelqu'un m'a donné une seconde chance et j'ai joué. J'ai joué pendant 4 heures pendant que vous dîniez, toastiez et faisiez semblant d'être une bonne personne. Le murmure des invités grandit. Certains sortaient leur téléphone, enregistrant tout. D'autres semblaient réellement choqués par le tournant des événements. Régine serra les poings. « Comment osez-vous me parler ainsi? Savez-vous qui je suis ?
Je sais exactement qui vous êtes, répondit Émilien. Vous êtes la femme qui a détruit mon père. Le nom flotta dans l'air comme une accusation en suspens. Valentine, qui avait réussi à se libérer de Richard, s'approcha lentement de la confrontation. C'est vrai, dit la mariée. Sa voix était tremblante mais décidée. Maman, est-ce vrai ce qu'il dit? C'est le fils d'Arthur Dubois? Régine se tourna vers sa fille avec une fureur à peine contenue. Valentine, ce n'est pas votre affaire. Retournez auprès de votre mari. C'est entièrement mon affaire. Valentine marcha jusqu'à se tenir aux côtés d'Émilien. Parce que s'il est celui que je crois, alors vous avez détruit la seule personne qui m'a traité comme un être humain et non comme un prix. Les invités observaient la scène comme des spectateurs d'un drame que personne n'avait répété. Le sénateur Solange, père du marié, s'approcha l'air sévère. « Régine, que se passe-t-il ici? Ce scandale ruine la réputation de nos familles. » Régine redressa les épaules, retrouvant une partie de son calme habituel. « Ce qui se passe, c'est qu'un criminel s'est infiltré dans notre célébration en se faisant passer pour un musicien professionnel, et ma fille, clairement affectée par le stress de la journée, fait une crise émotionnelle. « Je ne fais aucune crise, » dit Valentine. « Je dis la vérité pour la première fois en 20 ans. » « La vérité ?» Régine cracha pratiquement le mot. « C'est que cet homme n'a pas sa place ici. Son père était un raté qui est mort noyé dans les dettes, et il a clairement hérité de la même incapacité à fonctionner en société. » Émilien sentit la rage bouillir dans sa poitrine, mais se souvint des paroles de son père. La musique ne se joue pas pour répondre à la haine, elle se joue pour la transcender. Au lieu de crier, au lieu d'accuser, Émilien fit quelque chose d'inattendu. Il se rassit devant le piano. « Que faites-vous » demanda Régine. « Éloignez-vous immédiatement de cet instrument. » Émilien ne répondit pas. Il posa ses mains sur les touches et commença à jouer. Il ne choisit pas une pièce classique. Cette fois, il choisit la chanson que son père avait composée pour lui à sa naissance. La chanson sans nom officiel, celle qu'Arthur appelait « la chanson de mon fils ». La même mélodie qu'il avait jouée ce matin-là quand tout avait commencé. Les notes emplirent le salon comme une confession. Chaque accord racontait une histoire d'amour paternel, d'après-midi de pratique, de promesses brisées par des forces qu'un enfant ne pouvait contrôler. Les invités gardèrent le silence. Même Régine cessa de parler, paralysée par quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. Valentine commença à pleurer silencieusement. Elle reconnaissait cette mélodie. Elle l'avait entendue il y a 20 ans, quand un pianiste aimable lui avait appris qu'il était bon d'être imparfaite. Quand la dernière note s'évanouit, le silence fut absolu. Et alors Valentine parla. « Cette chanson, murmura-t-elle. Votre père l'a jouée pour moi quand j'avais 12 ans. Il m'a dit qu'il l'avait écrite pour son fils, pour vous. » Les mots de Valentine restèrent suspendus dans l'air comme une révélation sacrée. Émilien la regarda, les yeux humides, assimilant la connexion qui venait d'être découverte. Son père avait joué cette chanson pour elle. Sa chanson, la mélodie qu'Arthur avait composée célébrant la naissance de son fils, avait servi à consoler une riche enfant qui avait désespérément besoin d'être vue comme un être humain. « Votre père était un homme extraordinaire », continua Valentine en s'approchant du piano. « Chaque semaine, pendant une année entière, il me donnait des cours gratuits parce qu'il savait que ma mère ne paierait jamais pour quelque chose dont elle ne pouvait pas se vanter. Il m'enseignait à jouer, oui, mais surtout, il m'enseignait à ressentir. » Régine observait la scène avec une expression indéchiffrable. Quelque chose sur son visage s'était fissuré. Le masque de contrôle parfait montrait des brèches qu'aucun invité n'avait vues auparavant. « Quand maman a découvert les cours, » dit Valentine, « elle a fait quelque chose d'impardonnable. Elle a appelé toutes les familles qui lui devaient des faveurs et leur a interdit d'engager votre père. Elle a contacté ses créanciers et leur a donné des informations sur ses biens. Elle a fait en sorte que le conservatoire remette en question ses références. En 3 mois, elle a systématiquement détruit la carrière d'un homme dont le seul crime était de me traiter avec gentillesse. » Le murmure des invités se transforma en un rugissement contenu. Certains se levaient de leur table, d'autres chuchotaient indignés. La révélation était trop spécifique, trop détaillée pour être inventée. Fernand Solange, mari de Régine et père de Valentine, se leva lentement. Son visage reflétait un mélange de honte et de fureur qui semblait dirigé dans de multiples directions. « Régine, dit-il d'une voix grave. « Est-ce vrai ?» Régine mit plusieurs secondes à répondre. Quand elle le fit, sa voix avait perdu une partie de son tranchant habituel. « J'ai fait ce qui était nécessaire pour protéger ma fille. » Cet homme lui mettait des idées romantiques sur l'art et la liberté dans la tête. Elle devait se souvenir de sa place dans le monde. Sa place ? Fernand sembla réellement surpris. Valentine était une enfant. Quelle place devait-elle se souvenir ? La place qui lui revenait en tant qu'héritière de tout ce que nous avons construit. Je n'allais pas permettre qu'un pianiste raté lui apprenne qu'il était bon de se contenter de moins. Le salon éclata en murmures. La confession de Régine, bien que partielle, était dévastatrice.
Elle avait admis avoir délibérément détruit un homme pour protéger une idée abstraite du succès. Émilien se leva du piano pour la deuxième fois ce soir-là. Son corps tremblait, mais pas de peur, de quelque chose de plus profond. Un mélange de rage ancienne et de libération soudaine. « Mon père est mort en croyant qu'il avait échoué », dit sa voix rauque mais claire. Il a passé ces derniers mois convaincu qu'il ne servait à rien, qu'il avait ruiné sa vie et la mienne. Il ne savait pas que quelqu'un l'avait systématiquement saboté. Il est mort de honte alors qu'il aurait dû mourir avec fierté. Régine ouvrit la bouche pour répondre, mais Émilien continua. Mais ce soir, j'ai compris quelque chose. Il regarda autour de lui, les visages des invités, certains compatissants, d'autres mal à l'aise, tous attentifs. Mon père n'a pas échoué. Sa musique est toujours vivante. Elle est dans mes mains. Elle est dans les souvenirs de Valentine. Elle est dans chaque note que j'ai jouée ce soir sans que vous puissiez me reconnaître. Il fit une pause, laissant les mots pénétrer. Vous avez cru pouvoir nous détruire, mais me voici, jouant à l'événement le plus important de votre année, devant vos invités les plus puissants. Et tous ont applaudi ma musique avant de savoir qui j'étais. Ils ont applaudi le fils de l'homme que vous appeliez un raté. Le silence qui suivit était différent des précédents. Il contenait quelque chose qui ressemblait à la justice. Valentine s'approcha d'Émilien et, sous le regard stupéfait de tous, l'embrassa. Ce ne fut pas une longue étreinte, mais elle fut significative. « Je suis désolée, murmura-t-elle à son oreille. J'aurais dû vous chercher il y a des années. J'aurais dû dire au monde ce que ma mère a fait. Ce n'est pas votre faute, répondit Émilien. Vous étiez une enfant. » Ils se séparèrent. Richard le marié observait la scène avec l'expression de quelqu'un qui vient de découvrir qu'il a épousé une famille bien plus compliquée qu'il ne l'imaginait. Le sénateur Solange semblait calculer les dégâts politiques. Les invités enregistraient tout avec leur téléphone, s'assurant que cette histoire ne resterait pas confinée entre les murs de l'hôtel. Régine restait immobile au centre du salon, sa robe argentée brillant sous des lumières qui semblaient maintenant l'exposer plus que l'embellir. Pour la première fois de la nuit, elle semblait petite, vaincue. Émilien marcha vers elle. Ils s'arrêtèrent à 1 mètre de distance. Le mendiant qu'elle avait jeté dehors ce matin-là et la femme qui avait détruit son père il y a des années. 2 mondes qui n'auraient jamais dû entrer en collision, mais que le destin avait irrémédiablement fait s'entrechoquer. « Je n'attends pas d'excuses, » dit Émilien. « Je sais que vous ne les donnerez pas, mais je veux que vous sachiez une chose. Mon père est mort en croyant qu'il avait échoué. Et bien que je ne puisse pas changer cela, au moins maintenant je comprends que ce n'était pas sa faute. » Régine déglutit visiblement. « Et que ferez-vous maintenant ?» demanda-t-elle d'une voix qui se voulait provocante, mais sonnait creuse. « Me poursuivre en justice? Aller dans les médias ?» Émilien secoua lentement la tête. « Je n'ai rien à faire. Vous vous êtes déjà détruite toute seule. » Les paroles d'Émilien restèrent suspendues dans l'air comme une sentence qui n'avait pas besoin de juge. Régine Montaigne, la femme qui avait dominé chaque pièce où elle entrait pendant des décennies, restait immobile tandis que 200 pères Dieu la jugeaient en silence. Fernand Solange fut le premier à bouger. Il marcha vers son épouse à pas mesurés, son expression mêlant déception et quelque chose de plus profond. La reconnaissance d'avoir vécu 30 ans aux côtés de quelqu'un qu'il ne connaissait pas vraiment. « Régine », dit-il d'une voix basse mais audible. « Je crois qu'il est temps de nous retirer. »« Je ne vais nulle part, » répondit-elle, tentant de retrouver son autorité. « C'est le mariage de ma fille. Je ne permettrai pas qu'un inconnu ruine. »« Un inconnu ?» interrompit Fernand. « Ce jeune homme vient de nous révéler que vous avez systématiquement détruit un homme innocent et vous vous souciez du protocole social ?» Les invités observaient l'échange comme des spectateurs d'un tribunal improvisé. Certains commençaient à se lever discrètement, mal à l'aise face à l'intimité de la confrontation familiale. D'autres restaient fermement assis, enregistrant chaque seconde avec leur téléphone. Le sénateur Solange, père du marié, s'approcha avec une expression calculatrice qu'Émilien reconnut immédiatement. C'était le regard de quelqu'un évaluant les dégâts collatéraux politiques. « Je crois, » dit le sénateur, d'une voix de miel empoisonnée, « que le plus prudent serait de continuer la célébration en privé. Les médias n'ont pas besoin de connaître les drames internes de la famille. Les médias le savent déjà, » dit une voix depuis l'étable. Un homme d'une 40aine d'années se leva. Il portait un costume bleu marine et tenait un téléphone comme une arme. « Marc Vidal, rédacteur en chef du Monde, » se présenta-t-il. « Je suis venu comme invité du député Dubois, mais ce qui vient de se passer ici est une histoire que mon journal publiera demain avec ou sans déclarations officielles. » La couleur disparut du visage de Régine. « Vous ne pouvez pas publier des conversations privées sans consentement dans un événement avec 200 témoins, Madame Montaigne, rien n'est privé. » Vidal sourit sans chaleur. De plus, l'histoire d'un jeune homme talentueux, dont le père a été détruit par une femme puissante, est exactement le genre de récit qui génère des millions de lecteurs. Valentine fit un pas en avant. « Monsieur Vidal, si vous publiez cette histoire,
Je veux que vous incluiez ma déclaration officielle. » Richard tenta de l'arrêter, mais elle le repoussa d'un geste ferme. « Valentine, pensez à ce que vous faites, » murmura le marié. « Votre mère, mon père, nos familles. Je pense exactement à cela, » répondit-elle. « Je pense à toutes les fois où je me suis tue pour protéger les apparences. Plus jamais. » Elle se tourna vers le journaliste. « Ma mère, Régine Montaigne, a délibérément détruit la carrière et la vie d'Arthur Dubois parce qu'il a eu l'audace de me traiter comme une personne et non comme un trophée. Le jeune homme qui se tient à côté de ce piano est son fils, Émilien Dubois, et c'est le pianiste le plus talentueux que j'ai jamais entendu de ma vie. S'il avait eu les opportunités que l'argent de ma famille m'a données, il jouerait dans des théâtres internationaux. Au lieu de cela, il dort sous les ponts. » Le murmure du salon se transforma en un rugissement contenu. Les paroles de Valentine étaient une bombe qui exploserait en gros titres demain matin. Bernard, le chef qui avait initié toute cette chaîne d'événements, observait depuis la porte de la cuisine, les larmes silencieuses aux yeux. Il avait donné une chance à un jeune inconnu et cette opportunité avait déclenché une avalanche. Il y a 12 heures, il était un vagabond cherchant de la nourriture. Maintenant, il était au centre d'un scandale qui apparaîtrait probablement dans tous les journaux du pays. « Monsieur Dubois, » dit Vidal en s'approchant, son carnet à la main. « Souhaitez-vous faire une déclaration ?» Émilien regarda le journaliste, puis Régine, puis Valentine. Finalement, ses yeux se posèrent sur le piano qui avait tout changé. « Je veux juste dire une chose, » répondit-il. « Mon père n'est pas mort comme un raté, il est mort comme un maître, parce que ce qu'il a enseigné est toujours vivant en Valentine, en moi, en chaque personne qui a jamais écouté sa musique. » Régine Montaigne a pu détruire sa carrière, mais elle n'a pas pu détruire son héritage. Il marcha vers le piano et posa ses mains sur les touches une fois de plus. « Et maintenant, si vous me le permettez, je vais jouer une dernière pièce. Non pas pour les invités, non pas pour le mariage, non pas pour le scandale. Je vais jouer pour mon père, pour Arthur Dubois, l'homme qui m'a appris que la musique est plus forte que toute haine. » Et il commença à jouer. Les premières notes de la ballade 9-1 de Chopin emplirent le salon comme une marée inévitable. Émilien avait choisi cette pièce délibérément. C'était la favorite de son père, celle qu'Arthur jouait quand il avait besoin de se souvenir pourquoi il avait dédié sa vie à la musique. Les invités qui avaient commencé à se lever s'arrêtèrent. Les téléphones qui enregistraient restèrent immobiles. Même Marc Vidal, le journaliste qui quelques minutes auparavant avait promis des titres explosifs, baissa son carnet et se contenta d'écouter. La ballade était techniquement exigeante. Elle nécessitait une précision absolue, un contrôle dynamique et une compréhension émotionnelle qui ne pouvait être falsifiée. Émilien l'avait joué des centaines de fois sous la direction de son père, mais jamais comme ce soir, jamais avec autant de douleur, jamais avec autant de libération. Chaque phrase musicale racontait une partie de son histoire. Les arpèges du début évoquaient les après-midi d'enfance, l'odeur du café du studio, la voix rauque d'Arthur disant « Écoute entre les notes, mon fils ». Les passages dramatiques du développement parlaient de perte. L'appartement vide, le piano vendu, les nuits sous les ponts, et le climax final, avec ses accords massifs et sa résolution inattendue, proclamait quelque chose qu'Émilien commençait à peine à croire, qu'il avait survécu, qu'il était toujours là, que la musique ne l'avait pas abandonné. Quand la dernière note s'évanouit, le silence dura exactement 7 secondes. Puis quelque chose d'extraordinaire se produisit. L'un des invités commença à applaudir. C'était un homme âgé assis à une table latérale, quelqu'un qu'Émilien ne reconnaissait pas. Mais ces applaudissements furent comme une étincelle sur de l'herbe sèche. Un autre invité se joignit, puis un autre. En quelques secondes, tout le salon était debout, applaudissant avec une intensité qui semblait défier les lois de la physique. Ce n'était pas l'applaudissement courtois d'un public satisfait. C'était le rugissement de personnes qui venaient d'assister à quelque chose de vrai dans un monde de fausseté soigneusement construite. Émilien se leva du piano, les jambes tremblantes, chercha Bernard dans la foule, et le trouva près de la porte de la cuisine, applaudissant avec des larmes coulant sur ses joues. Le chef acquiesça lentement, comme pour dire « Je vous l'avais dit, vous étiez destiné à cette nuit ». Valentine s'approcha à nouveau, mais cette fois, il y avait quelque chose de différent dans sa posture. Elle n'était plus la mariée parfaite en crise. C'était une femme qui venait de prendre une décision. « Émilien », dit-elle assez fort pour que plusieurs invités l'entendent. « Je ne sais pas si mes excuses signifient quelque chose après tant d'années de silence, mais je veux que vous sachiez que je vais utiliser tout ce que j'ai pour corriger ce que ma mère a fait. Vous n'avez pas besoin ? Si, j'ai besoin. » Valentine l'interrompit avec fermeté. « Demain matin, mon avocat contactera les créanciers que ma mère a manipulés. Je paierai chaque dette qui a été utilisée comme arme contre votre père, et j'établirai une bourse en son nom au Conservatoire national pour les étudiants talentueux sans ressources, afin que personne d'autre n'ait à choisir entre manger et étudier la musique. » Émilien sentit quelque chose se dénouer dans sa poitrine,
Un nœud qu'il avait porté pendant 2 ans, peut être plus, commençait à se défaire. « Pourquoi feriez-vous cela ?»« Parce que votre père m'a sauvé, » répondit Valentine simplement. « Quand j'avais 12 ans et que je croyais que je ne valais rien à moins d'être parfaite, il m'a appris que ma valeur ne dépendait pas de prix ni d'apparence. Je n'ai jamais pu le remercier. Mais je peux vous remercier, vous. » Régine Montaigne observait la scène à plusieurs mètres de distance. Son mari n'était plus à ses côtés. Fernand avait disparu discrètement vers une partie de l'hôtel. Les invités évitaient de la regarder directement comme si sa présence était devenue gênante. Le pouvoir qu'elle avait exercé pendant des décennies s'évaporait à chaque seconde qui passait. Finalement, elle fit quelque chose que personne n'attendait. Elle marcha lentement vers Émilien. Chaque pas semblait lui coûter un effort visible, comme si elle avançait contre un courant invisible. Elle s'arrêta devant lui, sa robe argentée, maintenant froissée, sa coiffure parfaite, légèrement défaite. « Je » commença-t-elle, mais les mots restèrent bloqués. Émilien attendit en silence. Régine déglutit visiblement. Ses yeux, pour la première fois cette nuit-là, montraient quelque chose qui ressemblait à de la vulnérabilité. « Je ne vais pas m'excuser, » dit-elle finalement. « Je ne sais pas comment faire. Je n'ai jamais appris. »« Je sais, » répondit Émilien. « Mais j'ai entendu votre musique. » Régine fit une longue pause et c'est exactement comme celle de votre père. Ce n'était pas des excuses. Ce n'était pas la justice. Mais c'était quelque chose, une reconnaissance minimale qu'Arthur Dubois avait été réel, avait été talentueux, avait eu de l'importance. Émilien acquiesça lentement. C'était la seule chose qu'il avait besoin d'entendre. Les semaines suivantes s'écoulèrent comme un rêve dont Émilien craignait de se réveiller. Le scandale du mariage Montaigne-Solange domina les gros titres pendant des jours. Marc Vidal publia un article détaillé dans Le Monde qui fut repris par des dizaines de médias. Le pianiste qui dormait sous les ponts et a conquis l'élite. Les réseaux sociaux explosèrent avec des vidéos enregistrées cette nuit-là, des fragments de son interprétation de Chopin accumulant des millions de vues. Mais ce qui transforma véritablement sa vie, ce ne furent ni les gros titres ni la viralité momentanée. Ce fut un appel téléphonique qu'il reçut 3 jours après le mariage. Il dormait dans la chambre que Bernard lui avait temporairement trouvée chez une sœur veuve qui vivait seule quand son nouveau téléphone, cadeau du chef, commença à sonner. « Émilien Dubois ?» demanda une voix féminine avec un accent qu'il ne parvint pas à identifier. « Oui, c'est moi. Mon nom est Isabelle Fontaine. Je suis directrice artistique de l'Opéra national de Lyon. Je viens de voir une de vos vidéos interprétant la ballade de Chopin. Je souhaite vous inviter à une audition pour notre programme de résidence pour jeunes talents. » Émilien dut s'asseoir sur le bord du lit pour assimiler les mots. L'Opéra national de Lyon était l'une des scènes les plus prestigieuses de France. Des pianistes dédiaient des décennies à essayer d'y jouer. « Madame Fontaine, je n'ai pas les ressources pour voyager à Lyon. Le théâtre couvre tous les frais, » répondit-elle. « Vol, hébergement, alimentation. Nous avons juste besoin que vous apportiez vos mains et votre talent. » D'après ce que j'ai vu dans cette vidéo, vous avez les deux en abondance. L'audition eut lieu 2 semaines plus tard. Émilien joua pendant 40 minutes devant un panel de 5 juges qui ne montrèrent aucune émotion pendant toute la présentation. Quand il eut terminé, il était convaincu d'avoir échoué. Mais le lendemain, il reçut la nouvelle. Il avait été accepté comme résident artistique avec une bourse complète pour 2 ans. Parallèlement, Valentine Montaigne tint toutes les promesses qu'elle avait faites cette nuit-là. Ses avocats travaillèrent pendant des semaines, traquant les dettes qui avaient poursuivi Arthur Dubois et, par extension, Émilien. Une par une, elles furent réglées. Le casier de crédit entaché qui avait empêché Émilien de louer des appartements ou d'obtenir des emplois formels fut nettoyé. La bourse fut officiellement établie au Conservatoire national 3 mois après le mariage. L'événement d'inauguration fut modeste mais significatif. Émilien joua la chanson que son père avait composée pour lui et cette fois, il n'eut pas à la cacher ni à la jouer en silence. Il la joua devant de jeunes étudiants qui le regardaient les yeux brillants, voyant en lui la preuve que le talent pouvait survivre même aux circonstances les plus brutales. Régine Montaigne n'offrit jamais d'excuses publiques. Son mariage avec Fernand Solange survécut au scandale, mais de justesse, selon des rumeurs qui parvenaient aux oreilles d'Émilien par l'intermédiaire de Valentine, il dormait dans des chambres séparées et ne parlait que de questions logistiques. L'empire social que Régine avait construit pendant des décennies s'effritait lentement. Des invitations qui cessaient d'arriver, des comités qui lui demandaient gentiment sa démission, des amis de toujours qui avaient soudainement des agendas chargés. Ce n'était pas une justice parfaite, mais c'était quelque chose. Bernard, le chef qui avait tout misé sur un jeune inconnu, fut promu directeur exécutif de la cuisine du Grand Hôtel Impérial. Octave Moreau, le directeur qui avait engagé Émilien sans poser de questions, fut reconnu pour sa gestion de crise et promu à la direction régionale de la chaîne hôtelière. Et Émilien, le jeune homme qui, quelques mois auparavant,
dormait sous un pont avec une médaille comme seule possession, pratiquait maintenant 8 heures par jour sur un piano à queue dans l'un des plus beaux théâtres du monde. Ses professeurs à Lyon furent stupéfaits par sa technique et sa profondeur émotionnelle. L'un d'eux, un vieil homme russe qui avait joué avec les orchestres les plus prestigieux d'Europe, lui dit quelque chose qu'Émilien n'oublierait jamais. Il y a des pianistes techniquement parfaits qui ne parviennent jamais à émouvoir qui que ce soit. Et il y a des pianistes imparfaits qui font pleurer des salles entières. Vous êtes du second type. Cela ne s'apprend pas. On est avec ou on le forge par la souffrance. Je soupçonne que dans votre cas, ce fut les deux. Émilien pensa à son père, aux nuits de pratique interminables, aux leçons qui semblaient strictes mais étaient remplies d'amour, à la honte finale qui avait consumé Arthur de l'intérieur. « Mon père m'a tout appris », répondit-il, « même ce qu'il ne savait pas m'enseigner. » Le Russe acquiesça lentement. « Alors, honorez sa mémoire en jouant. C'est la seule chose que les morts nous demandent, de ne pas oublier ce qu'ils nous ont donné. » Un an après la nuit qui avait tout changé, Émilien Dubois se retrouva dans la loge de la Salle Pleyel à Paris, la ville où il était né. Le même théâtre où son père avait joué des décennies auparavant, avant que la vie ne le frappe jusqu'à le rendre méconnaissable. La même scène où Arthur avait rêvé qu'un jour son fils jouerait. Le concert de ce soir était spécial. Le programme l'annonçait comme un hommage à Arthur Dubois, la musique qui a survécu. Émilien interpréterait des pièces des compositeurs préférés de son père, culminant avec la chanson sans nom qu'Arthur avait écrite à sa naissance. La salle était entièrement vendue. 1000 personnes empliraient les fauteuils de velours rouge. Parmi elles, Valentine et Richard, dont le mariage avait étonnamment survécu au scandale initial et s'était renforcé dans le processus. Bernard serait là, vêtu de son plus beau costume, fier comme un père adoptif. Isabelle Fontaine, qui avait voyagé depuis Lyon pour voir les débuts de son protégé le plus prometteur, serait présente et quelque part dans la ville, bien que probablement pas au théâtre, se trouverait Régine Montaigne. Émilien ne l'avait pas revue depuis cette nuit-là. Il n'en ressentait pas le besoin. La rancœur qui avait autrefois brûlé dans sa poitrine s'était transformée en quelque chose de différent. Non pas le pardon exactement, mais une acceptation. Régine était qui elle était. Elle avait fait ce qu'elle avait fait, et Émilien avait choisi de ne pas permettre à ce passé de définir son avenir. Il se regarda dans le miroir de la loge. Le jeune homme qui lui renvoyait son regard était presque méconnaissable, comparé à celui qui avait dormi sous les ponts. Smoking noir impeccable, cheveux soigneusement coiffés, mains qui ne montraient plus d'ongles cassés ni de callosité due au travail forcé, mais ses yeux restaient les mêmes. Des yeux qui avaient vu trop de souffrance et avaient choisi de la transformer en musique. Il sortit la médaille de son père de la poche intérieure de son smoking, la même médaille qu'il avait portée pendant ses pires jours, quand c'était la seule chose qui le reliait à qui il avait été. Maintenant, elle avait un étui élégant, mais elle restait le même objet, bronze usé, le nom d'Arthur Dubois, gravé de lettres que le temps avait adouci. « Ton moment est arrivé, papa », murmura-t-il. Il est enfin arrivé. Un coup à la porte le ramena au présent. « 5 minutes, monsieur Dubois », annonça une voix de l'extérieur. Émilien respira profondément, rangea la médaille et se dirigea vers la scène. Les lumières du théâtre étaient plus brillantes qu'il ne se souvenait. Le public, une masse sombre au-delà des projecteurs, gardait un silence expectant. Émilien marcha vers le piano à queue qui l'attendait au centre de la scène, ses pas résonnant sur le bois poli. Il s'assit, ajusta le banc, laissa ses mains reposer sur les touches sans les presser. Il pensa à toutes les nuits où il avait joué en silence, imaginant des pianos qui n'existaient pas. Il pensa au Steinway de l'hôtel où tout avait commencé. Il pensa à son père assis à ses côtés quand il avait 5 ans, guidant ses petits doigts vers les bonnes notes. Et alors il commença à jouer. Les premières notes de la chanson de son père emplirent le théâtre comme un lever de soleil. Ce n'était pas une pièce techniquement impressionnante. Tout étudiant avancé aurait pu la jouer, mais elle contenait quelque chose qui ne pouvait être enseigné. L'amour distillé en son, les souvenirs convertis en mélodie, une conversation entre père et fils qui transcendait la mort. Au 3e rang, Valentine pleurait silencieusement tandis que Richard lui tenait la main. Au 5e rang, Bernard essuyait des larmes qu'il ne tentait pas de cacher. Quelque part dans le théâtre, des gens qui n'avaient jamais connu Arthur Dubois ressentaient quelque chose d'inexplicable. La présence d'un homme qui avait aimé la musique plus que son propre confort, qui avait appris à son fils non seulement à jouer des notes, mais à les ressentir, qui était mort en se croyant un échec, sans savoir que son héritage survivrait de la manière la plus belle possible. La chanson se termina par un accord soutenu qui sembla durer éternellement. Quand Émilien leva les mains des touches, le silence fut absolu pendant 3 secondes. Puis, le théâtre explosa en applaudissements qui firent trembler les murs centenaires. Émilien se leva lentement, regarda vers le plafond du théâtre comme s'il pouvait voir au-delà, vers l'endroit où son père observait. « Nous l'avons fait, papa », murmura-t-il, les mots perdus dans le rugissement des applaudissements.
Nous l'avons enfin fait. Et à ce moment-là, avec 1000 personnes debout l'applaudissant, Émilien Dubois comprit quelque chose que son père avait toujours su. La musique ne se joue pas pour gagner des applaudissements ni pour démontrer son talent. Elle se joue pour connecter les âmes, pour soigner les blessures, pour rappeler que même dans les moments les plus sombres, la beauté trouve le moyen de survivre. Sur cette scène, sous les lumières de la salle Pleyel, le fils du pianiste oublié démontrait que certains héritages sont impossibles à détruire.